et à toutes pour cette première session interactive de la rentrée. On aurait tous voulu vous voir en présentiel, évidemment, mais les conditions sanitaires ne nous le permettent pas. Et donc, pour cette première, ce sera encore une session virtuelle. Quelques règles et quelques consignes pour que l'audience se passe au mieux. On va couper vos micros de manière systématique, tout simplement pour que les performances soient le plus élevées possible. On vous demandera également de couper les caméras pour optimiser au mieux la bande passante. Donc ça, ce sont deux petits points, deux petites consignes pour que la logistique suive également. L'objectif aujourd'hui et le sujet, vous savez tous, c'est la présentation de Power BI, un outil de reporting interactif. Qui fera cette présentation? Je serai assisté aujourd'hui de Nicolas Mendes, qui est un consultant expert. C'est lui qui prendra la parole pour la majeure partie de la présentation. Et on aura comme modérateur Cédric Dubois, qui est l'Activity Manager de la Business Unit Data & AI, et qui en fait sera là pour répondre à vos éventuelles questions que l'on vous demande de poser au travers de la plateforme de chat. Vous recevrez évidemment toutes les questions, toutes les réponses à l'issue de la présentation d'aujourd'hui, accompagnées de la vidéo, puisque, et bien évidemment, on vous enverra la vidéo de la présentation d'aujourd'hui. Peut-être encore juste un dernier petit point. À la fin, vous aurez encore l'occasion, naturellement, d'envoyer des questions via operations@computerland.be, mais je le répéterai, je leur donnerai ces quelques informations. Et comme on dit toujours, ça reste interactif, certes, mais l'objectif ici, c'est qu'on arrive à couvrir le sujet, qu'on soit un vrai trigger par rapport à vos attentes, et que sur base de cela, la notion d'interactivité se fasse le maximum au travers du chatting. Voilà. Peut-être encore quelques mots de ma part. Je vais peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas Computerland, prendre 1 minute 30 maximum pour vous présenter Compu. Donc, en fait, Computerland, société qui existe depuis 40 ans et qui a un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euros. Nous sommes aujourd'hui 230 employés avec une progression sur les 3 dernières années d'environ 12%. Il faut savoir que nous sommes situés aussi bien au Luxembourg qu'en Belgique, les sièges en Belgique étant Gosselies et Halle. Les activités que nous couvrons principalement, oserais-je remontrer ce logo que vous allez retrouver au travers de la présentation, à savoir donc tout ce qui est activité Modern Workplace, donc c'est toutes les activités qui tournent en fait autour des technologies d'Office 365 et des plateformes de gestion du poste de travail, gestion de l'outil de travail de l'utilisateur. Les plateformes cloud et infra, bien bon nombre nous connaissent au travers de cette activité, puisque depuis quelques années, Computerland a fortement investi sur les technologies Microsoft, et donc nous nous retrouvons avec des propositions de services et d'hébergement autour des plateformes Microsoft Azure. Il faut savoir qu'en 2018, Computerland a été élu partenaire de l'année par Microsoft. L'activité Data & AI, c'est celle dont on parle aujourd'hui évidemment. Tout ce qui est support, puisque nous, aujourd'hui, nous gérons plus ou moins 150 contrats de service avec environ 25 000 end-users en direct et en indirect au niveau du support. La gouvernance, nous avons une activité qui reprend la notion d'assistance et de gouvernance de nos clients et de nos partenaires dans le cadre de missions d'audit et de prestations qui ont pour principal objectif la pérennisation des services informatiques. Dernier point, Business App. Et donc, c'est toute la partie mobilité, évolutivité de la plateforme. Et donc, aujourd'hui, même dans le cadre de la business intelligence, on se retrouve avec des solutions qui sont évidemment éditables en plateforme mobile. Clairement, tout ce qui est autour de ça tourne autour des technologies Microsoft. On parlera évidemment de RP et de CRM.
L'objectif était vraiment de montrer un tout petit peu la globalité de nos services, mais comme je sais que le timing est très serré et que nous devons d'être le plus directif sur la chose, je cède la parole à Nicolas pour la partie présentation sur la plateforme BI, Power BI, pardon. Voilà, je vous souhaite une bonne audience. Merci Fabrice. Alors déjà, juste un petit check micro pour m'assurer que ça passe bien de votre côté. Oui. Ok. Donc, écoutez, très heureux d'être là, alors pas devant vous, hein, comme le disait Fabrice. On va parler aujourd'hui d'un outil, donc Power BI, un outil de reporting interactif. C'est vrai que ça aurait été plus agréable de vous voir face à nous ici en présentiel pour palabrer autour de cet outil qui est magnifique. Aujourd'hui, on va se contenter de faire cette session Teams. Et du coup, je vais vous dérouler ce contenu, alors dans un timing qui est serré, certes, mais vous allez voir, on va arriver jusqu'au bout. Le vrai enjeu, c'est de vous donner les contours de ce que peut faire l'outil, de comment vous pouvez vous projeter et voir s'il correspond à vos attentes et comment il peut vous accompagner au quotidien dans la mise en place de reporting et de dashboards interactifs pour répondre à toutes vos attentes en termes d'indicateurs. Alors, le déroulé va être décomposé en deux grandes parties. Première partie, on va faire un petit tour quand même par la business intelligence. On va faire une mini approche pour être certain qu'on parle bien de la même chose et on va essayer d'amener 2-3 petits éléments pour que ceux qui n'ont pas forcément toutes les notions autour de la business intelligence arrivent à s'y retrouver. Et bien sûr, très très vite, on va ouvrir le logiciel Power BI et je vais vous faire une petite démo en embarquant des données de différentes sources et pour créer un tableau de bord devant vous live. Donc, le micro est pas top. Alors, le micro est pas top, je ne sais pas. On va. OK. Donc, la business intelligence. La business intelligence, on va poser la question, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend au quotidien, qu'on entend très, très régulièrement, mais est-ce qu'on est vraiment certain de tout ce qui se passe derrière? Parce que ça fait appel à une quantité de notions. Alors, on a des sources multiples de données, on a de la préparation de données, des data visualisation, on parle également du big data, du reporting, du data mining. C'est une quantité impressionnante d'informations qui sont pas toujours très très claires pour tout le monde. Et puis au-delà de ça, même si c'est clair, c'est se dire, OK, j'ai bien compris que ça faisait partie de la business intelligence, mais comment je mets en œuvre ça au quotidien dans mon entreprise? Et le vrai challenge, c'est vraiment ça. C'est comment arriver à faire la lumière autour de tout ça et trouver un socle commun qui va permettre de mettre en musique tout ça dans mon entreprise. Alors, la business intelligence, c'est un processus. Donc, en fait, c'est un ensemble de moyens, d'outils et de méthodes informatiques qui vont permettre de collecter, consolider et modéliser et restituer les données afin de vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre business. Des process comme ça, et avec tous les termes qu'on a pu voir juste précédemment, forcément, ça doit s'inscrire dans un process qui est structuré et structurant. L'ensemble des données que vous allez vouloir collecter, donc c'est la première étape avec les différentes sources, ce sont des sources, et vous le savez, parce que c'est le gros problème du quotidien. On peut avoir accès à des sources de données qui viennent d'Excel, qui sont sur un SharePoint, qui sont sur un serveur de données, qui sont parfois même issues du web. Et malheureusement, elles ne sont pas compatibles. Le but du jeu, c'est quand même de croiser toutes ces données-là pour en extraire le jus. C'est vraiment l'enjeu de la business intelligence. Et pour ça, on va être obligé de les passer dans un processus que l'on appelle ETL. Donc ça, c'est un logiciel qui va être capable de collecter les données, de les transformer, de les traiter, de les préparer, afin de bien les structurer pour pouvoir être certain que l'on maîtrise. Et c'est surtout le fait que l'ensemble des données soient bien structurées, d'arriver à la quatrième étape du process, qui est ça, il faut à la fois des moyens techniques, mais il faut également des logiciels, et notamment Power BI, effectivement. Alors, en termes de logiciels, Power BI en fait partie, donc c'est un logiciel de business intelligence. Maintenant, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont capables d'assurer des tableaux de bord et du reporting. Donc, les majeurs, là, on vous a positionné les plus présents sur le marché. Power BI, Tableau, on va dire MicroStrategy, SAP Business Object, Qlik.
Bon, voilà, ce sont des solutions qui existent. Et parfois, il n'est pas toujours évident de se dire finalement quelle est la solution la plus adaptée à mon cas particulier. Alors pour cela, nous, on va s'appuyer sur un cabinet de conseil indépendant qui est le Gartner, donc qui est quand même une source officielle et qui crée le Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platform. Donc c'est vraiment un audit sur l'ensemble des outils de Business Intelligence et qui essaye en gros de les classer, de les positionner pour savoir comment ils peuvent accompagner telle ou telle entreprise en fonction de ses besoins. Alors ça se passe sous cette forme-là. C'est le Magic Quadrant va vous permettre d'identifier deux axes. Donc l'axe du bas, comme vous voyez, en fait, c'est la complétude de la vision. En gros, c'est le nombre les possibilités que vous offre Power BI pour répondre certainement à vos attentes en termes de création de tableau de bord, de KPI et tout outil qui va vous aider à la décision. Et il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est la facilité à le prendre en main. Donc, ability to execute, c'est vraiment la facilité à le prendre en main, à le mettre en œuvre et arriver finalement à les produire, ces tableaux de bord, sans trop avoir à s'embêter, à avoir à trop galérer, passez-moi le terme. Donc là, on a démarré en 2018. Vous voyez, ça, c'est le Magic Quadrant de 2018. Je vous ai mis en lumière on va dire, les trois leaders du marché à l'époque. Donc, on avait Microsoft, on avait Tableau Software et Qlik. Et donc, Gartner édite ce Magic Quadrant donc tous les ans. Et donc, je vous ai mis l'évolution. Donc, 2019, on a vu que Tableau et Microsoft ont pris un peu le large. Alors, ça ne veut pas forcément dire que Qlik et les autres ont régressé, mais si vous remarquez bien, il y a eu une concentration au centre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt Tableau et Microsoft qui prennent le large et qui avancent avec leur complétude de la vision et en tout cas leur facilité à manipuler l'outil. Et en 2020, là, on a vraiment le décalage qui se crée, donc Tableau, Microsoft, qui sont vraiment donc décalés par rapport aux autres. Et aujourd'hui, Microsoft, et notamment avec Power BI, se positionne en tant que leader sur le marché pour réaliser des tableaux de bord et des reportings interactifs. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Power BI? Quelle est l'architecture? Comment sont structurées les données? Comment on va pouvoir travailler avec nos données et les restituer facilement avec Power BI? Alors, l'architecture, elle démarre tout simplement donc, sur la gauche du diagramme. En fait, vous allez avoir un accès à une énorme quantité de données. Power BI, ça va être un outil qui va être capable de se connecter à de multiples sources de données. Alors, ça va être des serveurs SQL, ça va être des cubes de données, ça va être ça peut être du SQL Server, donc technologie Microsoft, ça peut être sur du Oracle, ça peut être du SharePoint, ça peut être sur la plateforme Azure, ça peut être du CSV. Il y a vraiment une multitude de connecteurs qui sont disponibles et qui permettent d'embarquer des données dans Power BI. Une fois que ces données vont être connectées, vous allez pouvoir concevoir les rapports et les tableaux de bord via Power BI Desktop, donc qui est un client lourd. C'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur qui vous connecte directement aux données et qui vous permet de créer instantanément les graphiques et les rapports. C'est d'ailleurs ce logiciel-là que je vais utiliser dans les secondes qui viennent pour vous faire la présentation. Une fois que le rapport a été créé, on va avoir la possibilité, la vraie finalité finalement d'un tableau de bord et d'un rapport, c'est de le partager avec des utilisateurs finaux. Et ça va se passer à travers ce qu'on appelle le Power BI Service. Autrement dit, c'est le cloud Microsoft. C'est un espace dans le cloud où les tableaux de bord et les rapports sont partagés et deviennent accessibles à l'ensemble des utilisateurs de votre entreprise. Alors ça, c'est un espace qui est partagé, mais qui est sécurisé, qui est dédié à l'entreprise et qui va vous donner la possibilité de faire des rafraîchissements automatiques des données. Alors, d'autant plus si vous êtes dans un environnement Office 365 où là, l'ensemble des connecteurs sont natifs de base, ça veut dire que l'ensemble des refresh automatiques partage des données va se faire d'autant plus facilement. Et puis après, pour la troisième étape, pour pouvoir consulter ces rapports en s'appuyant sur le cloud, eh bien, ces rapports-là vont être consultables sur toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, que ce soit du smartphone, de la tablette, du desktop, et quel que soit l'environnement, que ce soit du iOS, de l'Android, du Windows OS, c'est du full web, donc ça veut dire que c'est 100% compatible, quel que soit le périphérique avec lequel vous consultez ces tableaux de bord. Alors Power BI,
un outil qu'on a l'habitude d'entendre pour être décrit comme un outil de data visualisation. Donc, sous-entendu, on lui donne de la donnée déjà préparée, puis lui, il est très fort pour faire des graphiques et des beaux camemberts et des belles courbes. Power BI est en fait un vrai outil de business intelligence qui est complet. Je vous ai schématisé ici ce que l'on appelle le data iceberg, parce que bien souvent, la data visualisation, on appelle ça la business intelligence, mais finalement, ça ne représente que l'expérience utilisateur. Ce n'est que les graphiques, les tableaux de bord que l'on voit donc sur les tableaux de bord et les rapports. Mais Power BI, lui, est capable de prendre en charge l'ensemble du process. Et ça, c'est la partie cachée de l'iceberg. On va de la connexion aux données, nettoyage des données, modélisation, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre en relation les différentes sources de données. On va pouvoir croiser ces données à l'intérieur de Power BI, ce qui va nous permettre, toujours dans Power BI, de créer nos indicateurs, donc de modéliser nos indicateurs métiers, qui après, on va pouvoir les mettre en musique à travers les visualisations. Donc, ça peut être un mapping, ça peut être des histogrammes, des courbes, etc. Et bien sûr, cela va s'organiser autour d'une stratégie de partage, une notion de data gouvernance pour s'assurer qui peut consulter quoi, quand, avec toutes des règles qu'on va pouvoir mettre en œuvre et pouvoir préciser exactement qui peut consulter quel rapport. Et même au-delà de ça, à l'intérieur d'un même rapport, on va pouvoir filtrer automatiquement les données que vont consulter tel ou tel utilisateur en fonction de ses identifiants. Donc, c'est vraiment un outil qui est complet, qui prend en charge l'ensemble du process BI et qui s'intègre directement, alors d'autant plus directement si vous êtes dans un environnement Office 365, parce que là, tous les connecteurs sont directement embarqués dans l'outil. Là, du coup, je pense qu'il est temps de passer à la démo. Alors, ça va se passer selon 3 axes. Premier axe, ça va être comment créer facilement des rapports interactifs. La deuxième étape, ce sera de transformer des données structurées, parce que ça, c'est une réalité de l'entreprise. On a bien souvent des données qui sont issues de fichiers Excel ou de fichiers web et qui n'ont pas forcément une structure idéale. Et bien souvent, on doit faire quelque chose de propre avant de pouvoir en tirer l'essentiel. Et donc, Power BI va pouvoir nous aider là-dessus. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est comment on va pouvoir partager les tableaux de bord avec les utilisateurs finaux, et notamment à travers Power BI Service, donc le cloud de Microsoft. Ça marche. Parfait. Les petits ajustements micro, du coup. Et du coup, pour commencer, on va quitter PowerPoint. Et on va rester dans le Power, mais on va passer dans le Power BI. Alors, l'interface Power BI se présente comme ceci. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé ou ont commencé à ouvrir le logiciel. Pour certains, c'est une découverte. Donc, en fait, l'interface Power BI va vous permettre donc d'embarquer de la donnée. Et à travers un menu qui est plutôt assez intuitif et je veux dire pas trop chargé, va vous permettre de naviguer et de créer l'ensemble des visuels qui vont être pertinents pour votre activité. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est directement de commencer à embarquer des données. Et là, je vais vous guider à travers un petit projet que j'ai préparé pour essayer de vous donner le maximum d'éléments pour essayer d'appréhender ce que peut vous proposer Power BI au quotidien. Alors, évidemment, avant de commencer à faire des analyses, il va falloir qu'on charge des données à l'intérieur de l'outil. Et pour ça, ça passe tout simplement à travers un menu qui s'appelle « Obtenir les données ». Alors, on voit déjà qu'on a une liste assez serrée de sources de données disponibles. Alors, bien évidemment, on est sur du Excel, on a du SQL Server, du Analysis Services. Donc, ça, ce sont les cubes Microsoft. On a du fichier CSV, fichier plat. Mais on a également du web, etc., etc. Et en fait, on ne va pas se limiter à ça, on va aller dans le plus. Et on va s'apercevoir qu'il y a vraiment une quantité astronomique de données, de types de données qu'on va être capable d'embarquer dans Power BI. Donc voilà, je me mets sur tous, comme ça on va pouvoir tout faire défiler. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment une quantité impressionnante. Ça peut être du fichier XML, JSON, ça peut être des dossiers. Plutôt que de se connecter à un fichier en particulier, on prend tous les fichiers à l'intérieur d'un dossier. On peut faire du PDF. Alors, je vous ai réservé un petit PDF pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez impressionnant.
Bien sûr, du SharePoint dans l'environnement Office 365, ça marche très très bien. SQL Server, bon, toutes les bases de données. On remonte même à IBM DB2, vous voyez, ça va super loin. On peut faire de l'open source avec du MySQL, du PostgreSQL. Également, se connecter à des bases de données SAP avec la technologie HANA, ce qui invite d'avoir des extracts Excel. On peut se connecter directement à la base de données SAP, ça c'est vraiment super. Voilà, on a beaucoup de choses. Bien sûr, on a toutes les données qui sont issues de la plateforme Azure en connexion directe. On a Microsoft Exchange, donc Dynamics. On a voilà une quantité de données. Google Analytics. On peut voilà LinkedIn. Enfin bon, tous les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment pour vous montrer la quantité impressionnante de sources de données qui est disponible. Et bien sûr, après, si toutefois le connecteur n'est pas présent, vous avez toujours accès à vos sources ODBC, OLDB, tout autre connecteur qui vont pouvoir vous permettre d'être certain que votre source de données peut s'embarquer dans Power BI. Et la force, parce qu'il va au-delà de ça, certes, on a beaucoup de données qui peuvent se connecter, mais c'est surtout qu'on va pouvoir toutes les croiser entre elles. Et la vraie force, elle est là, c'est que l'ensemble de chaque donnée va contribuer à la force des rapports et tableaux de bord que vous allez être en mesure de créer. Je vous propose de démarrer de suite et à travers un petit exemple qui s'appuie sur des sales, tout simple. On va avoir un jeu de données avec des sales, avec des représentants, des clients et des dates. Effectivement, on va faire des petits calculs temporels. Donc voilà, c'est vraiment le contour de la démo que je veux vous faire. Alors pour démarrer, je vais aller récupérer hop là, ma source qui est là. Pour démarrer, on va prendre un serveur SQL. Donc voilà, je me connecte à mon serveur SQL. Donc vous voyez, j'ai tout simplement, il me demande l'adresse du serveur, la base de données. Bon, là, c'est pas l'objet. Je vais juste mettre l'adresse. Bon, pour information, c'est un serveur qui tourne en local sur ma machine. C'est pour éviter des différents couacs, mais en tout cas, là, ça fonctionne en local sur la machine. À partir du moment où j'ai identifié l'adresse du serveur SQL, et tout simplement, je tombe sur mon catalogue en fait. Donc, je retrouve l'ensemble des bases de données qui sont stockées sur mon serveur et celles qui, et alors voilà, avec le contenu. Alors, pour ceux qui sont un peu initiés à tout ça, vous allez retrouver vos tables, vos vues sur lesquelles vous avez attribué des droits en lecture à l'utilisateur qui doit faire le tableau de bord. Nous, pour la démo, on va s'appuyer sur Démo Power BI et j'ai juste mis voilà une petite table qui va nous être la base finalement de nos ventes. Alors, vous voyez que quand on sélectionne une table ici, instantanément, on a un petit récapitulatif de ce qui se passe à l'intérieur de la source de données. Donc, ça nous permet de contrôler si on est bien sur le bon scope. Et du coup, on va faire charger, tout simplement. Voilà. Donc, la donnée est chargée et elle apparaît ici sur la droite. Donc, on va remarquer que l'ensemble des données sont accessibles. Vous voyez qu'il y a la structure tabulaire qui est là. Donc, on a une table V-Sales. Et quand on déploie, on a l'ensemble des colonnes qui apparaissent ici. Alors, quand on parle d'outils interactifs, voilà, l'exemple va valoir de suite. Vous allez voir, on va faire. Donc, j'ai des montants des ventes, j'ai des produits. Et j'ai juste à faire, par exemple, mes produits, je les glisse. Je prends le montant des ventes, je les glisse. Et instantanément, j'ai mes graphiques qui apparaissent. Alors, par défaut, c'est un tableau. Par défaut, il me l'a mis sous forme de tableau. Mais on va pouvoir utiliser n'importe quel des visuels qui sont positionnés ici pour changer le graphique. Donc, si je veux un histogramme, un bar chart, j'ai un bar chart. Si je veux un tree map, j'ai un tree map. Si je veux avoir le même graphique, CTRL-C, CTRL-V, on peut copier-coller des visuels. C'est d'une souplesse phénoménale. C'est vraiment impressionnant. On peut combiner avec un histogramme, avec un camembert. Voilà, ça veut dire qu'on va avoir un accès immédiat aux données. On va pouvoir glisser, déposer. Le graphique se fait. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, bon, je vais peut-être pas garder mon tree map ici. Je vais dire que j'ai une répartition ici de mes ventes par type de produit. D'accord, par type de produit. Et du coup, je vais dire que je vais prendre mes ventes également par année. Donc, je peux prendre l'année ici. Je vais prendre mes ventes par année. Et donc, j'ai un histogramme qui arrive, qui me représente les ventes par année. Donc, vous voyez bien.
Et maintenant, je peux dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Et je vais pouvoir cliquer sur 2019 et je vais avoir une interaction immédiate sur le camembert. Et ça, c'est la vraie force de l'outil, c'est-à-dire que l'interactivité, elle est native. Il y a zéro programmation à faire pour activer ceci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où quelqu'un a pu mettre en place un modèle de données qui est propre, structuré, quelqu'un à l'opérationnel est capable de construire ses propres tableaux de bord de façon intuitive et sans avoir à programmer. Ça, c'est vraiment la force de l'outil au premier abord. Alors, bien sûr, quand on rentre dans des tableaux de bord et des rapports un peu plus complexes, il y a besoin de certaines compétences et connaissances pour aller au fond de l'outil. Mais ça veut dire que déjà, dans un premier temps, il y a moyen de faire des choses très, très chouettes sans programmation. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ce que je vous propose pour découvrir ça peut-être un peu plus loin, c'est de se dire, ben voilà, là, je m'appuie sur une seule table de données. Qu'est-ce qui se passe quand je vais avoir besoin d'embarquer plusieurs tables de données? Alors déjà, on va regarder ce qui se passe dans cette table de données. On va voir que dans Power BI, on a également un accès à la source de données. Alors, quand je dis un accès à la source de données, c'est un accès à la source de données en consultation. On peut double-cliquer ici, on ne pourra jamais modifier la source de données. Ça veut dire que toutes les données qui sont embarquées dans Power BI, c'est sécurisé à 200%. Par contre, on peut alimenter, on peut compléter le modèle de données. Et pour cela, donc on voit qu'ici, on a des factures, on a des dates, on a des statuts de facture, des montants, des devises, des références clients et des références produits. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'avoir une table client. Donc, je vais aller chercher ma table client. Et cette fois-ci, je vais décider que ma table client, ça va être plutôt un fichier Excel. Donc, je vais dans mon dossier et j'ai une table client que j'ai préparée, Customer. Et vous voyez, c'est un fichier Excel. Donc, on va ouvrir. Donc là, il me propose de naviguer à l'intérieur du fichier Excel. Alors, si on regarde, on a la possibilité de, comme tout à l'heure, de consulter le détail du contenu de chaque sous-ensemble. Donc, on voit que Customer, c'est bien la liste de mes clients. Et là, feuille 1, on voit que c'est la même chose. Mais alors, si vous savez, dans Excel, on a possibilité de mettre les données sous forme de tableau. En fait, c'est vraiment les mêmes données, sauf que là, ce sont les données brutes dans l'onglet. Et là, c'est les données qui ont été mises sous forme de tableau. Donc, moi, je vais prendre cette source-là et je vais faire charger. Donc là, je vais faire cohabiter dans le même rapport des données qui viennent d'un SQL Server et des données qui viennent d'un fichier Excel. Voilà. Et donc, on voit ici qu'on retrouve en accès direct nos deux sources de données qu'on va pouvoir faire cohabiter directement. Alors, la question qu'on pourrait se poser, pourrions-nous faire un graphique, enfin construire un graphique qui va nous permettre, typiquement, je vois que j'ai des countries, donc des pays, pardon. Est-ce que j'aurais possibilité de rajouter en plus de ça une donnée qui nous permettrait d'avoir les ventes par pays? Eh bien, on va le faire. Donc, on va rajouter des countries, ici, glisser, déposer. Et en face de ça, on va vouloir mettre des montants devises locales. Voilà. Et là, on arrive à une petite problématique, c'est qu'on voit que le montant est strictement le même partout. Pourquoi? Parce que tout simplement, les sources de données sont différentes. C'est-à-dire que les données pour construire ce visuel-là sont ici de deux sources différentes et il ne sait pas trop comment les mettre en corrélation. Et là, on va passer sur la troisième façon de voir le modèle de Power BI. C'est sur la gauche ici, vous avez la petite vue du modèle qui va nous mettre en lumière les deux tables qui sont téléchargées dans le rapport Power BI. Et là, vous comprenez bien qu'il va falloir les connecter, ces deux tables-là, et à partir du moment où elles seront connectées, on devrait avoir quelque chose de bien sympa à la sortie. Alors, pour connaître la connexion, c'est à travers le client qu'on va faire ça. Donc, j'ai ma référence client et j'ai mon customer qui est ici. J'ai juste fait un glisser-déposer. La relation se crée automatiquement. Alors, pour ceux qui ont déjà manipulé, qui ont déjà travaillé dans la modélisation de données, le sens de la flèche doit vous poser un problème si vous avez l'habitude de travailler avec d'autres outils, mais c'est normal. Power BI fonctionne sur une dynamique qui est complètement différente par rapport de ce que vous avez l'habitude de faire.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que la cardinalité qui est posée entre les deux relations, cardinalité, c'est le nombre d'éléments mis en jeu dans la relation de chaque côté. Ça, c'est juste, ça se fait en automatique. Et dès que je reviens dans mon visuel ici, eh bien, je vois qu'il y a eu un ajustement, voilà, des valeurs. Et je vois que les valeurs se sont adaptées de façon automatique et que là, les calculs ont bien été propagés juste parce que j'ai créé la relation en un simple clic. Alors du coup, vérifier, contrôler, j'ai envie de dire, des chiffres d'affaires, des ventes sur un tableau, notamment quand on a affaire à des données géographiques, c'est peut-être pas l'idéal. Power BI nous met à disposition des outils de mapping qui vont nous permettre donc de ventiler nos ventes sur une carte géographique. Et là, ça va se faire d'un simple clic. Il y a différents outils ici, là, sur la droite. Alors nous, on va se concentrer sur le premier, qui est le globe. Et j'ai juste à cliquer dessus. Et à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, instantanément, les données sont ventilées sur la carte européenne parce que là, les données ne font état que de ventes en Europe. Donc, vous voyez que chaque petite bulle concerne un pays en particulier, que l'ensemble des éléments sont bien entendu interactifs. Quand je vais cliquer sur un graphique précédent, normalement, j'ai les bulles qui doivent s'adapter. Alors là, c'est pas tellement visible. Je vais essayer dans le camembert pour que ce soit peut-être plus parlant. Donc voilà, bon, on voit à peu près que ça bouge. Hein. Navré, c'est vrai que la différence n'est pas pertinente là, mais bon, on voit que ça fonctionne. Mais ça veut dire que si chaque graphique est capable d'interagir avec la carte est capable d'interagir avec les autres graphiques également. Ça marche vraiment dans tous les sens et vous l'avez vu, c'est natif, il n'y a aucune programmation à faire. Alors, je fais un petit souvenir à ceux qui ont déjà eu l'idée de créer des cartes comme ça dans Excel, avec le nuage de points, la taille de la bulle, l'image qu'on mettait en fond pour bricoler. Enfin, c'est juste un autre monde. Hein. Là, c'est instantané, ça se fait tout seul. On a la possibilité d'aborder les choses différemment si on veut des cartes. Parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de... Hop là, voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir plutôt les pays qui sont... La surface du pays qui est coloriée, plutôt que d'avoir une bulle sur le pays. Dans ce cas, ça se passe ici avec le deuxième mapping qui existe. Alors, on appelle les cartes coreuplètes. Et là, vous allez avoir une surface, la surface du pays qui va être mise en couleur. Alors peut-être pour avoir quelque chose de plus lisible, on va se dire qu'on va changer les couleurs. Donc on va aller dans le petit rouleau de peinture ici qui va nous permettre de modifier les couleurs. Le bleu n'est pas très parlant, pas très distinguant par rapport à la mer. Et du coup, on va mettre un petit jaune. Est-ce que c'est mieux? Ah, voilà. On voit un peu plus clair. Et donc, on voit bien que le contour des pays, c'est fait. Donc là, l'élément qui permet de cartographier les données est assez précis. Vous pouvez lui injecter des données, donc que ce soit continent, pays, que ce soit des villes, que ce soit des régions, que ce soit des provinces, des codes postaux, des lieux-dits, même parfois ça fonctionne dans certains endroits. C'est assez puissant et c'est assez bluffant de justesse quand même. Hein. Donc ça marche nativement. Vous pouvez le mettre vous pouvez injecter des noms dedans, alors des noms de pays ou des noms de villes en français, en anglais en tout cas, ou en tout cas dans la langue du pays dans laquelle vous modélisez. Voilà. Donc le moteur qui fait ça, c'est le moteur Bing, le moteur Microsoft, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est instantané à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Hein. La cartographie ne marche qu'avec Internet. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On a des clients, on a des ventes par client. Il pourrait être intéressant de rajouter des produits. Tiens. Alors, si on veut segmenter notre représentation avec des produits, il va falloir qu'on importe une nouvelle source de données. Alors, cette nouvelle source de données, je vais toujours dans Accueil, je vais dans Obtenir les données. Et cette fois-ci, j'ai décidé que c'était un fichier CSV. Donc, je vais pouvoir prendre un fichier texte CSV. Products. On y va. Voilà. Donc, on fait le zoom, comme ça, ce sera peut-être plus confortable pour vous. Voilà. Donc, on voit que le fichier est importé et on voit de suite qu'il a détecté. Donc, on est en UTF-8, enfin Unicode, on a séparateur point virgule et on a un aperçu du jeu de données. Là, contrairement à tout à l'heure, on s'aperçoit que la première ligne de la donnée, en fait, c'est le titre des colonnes. On aimerait que ce soit cette ligne-là qui fasse office de titre des colonnes.
Ça veut dire qu'en l'état, on ne va pas pouvoir charger la donnée comme ceci, sinon on aura potentiellement une mauvaise représentation à l'issue. Donc plutôt que de faire comme juste avant charger, on va passer par l'outil qui nous permet de transformer les données. Et ça c'est une révolution, je pense, pour des utilisateurs, alors même IT aujourd'hui, même des gens qui sont plutôt initiés en informatique, cet outil-là, c'est une révolution, et ça l'est encore plus pour les gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec les manipulations et transformations de données. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas charger la donnée en l'état, on va la transformer. Et ainsi, une nouvelle interface s'ouvre. Alors, Power BI n'est pas très loin, il est juste en arrière-plan. Et ici, nous venons d'arriver dans Power Query. Power Query, c'est l'ETL. Si vous vous souvenez, dans le petit schéma que je vous ai montré précédemment, les 4 étapes du processus de transformation, la petite moulinette qui nous permet de rendre toutes les données compatibles et en tout cas connectables entre elles, c'est l'ETL et c'est Power Query qui va s'en charger. Et on voit que finalement, les différentes sources de données que nous avons chargées tout à l'heure, elles sont présentes ici dans Query. En fait, c'est Power Query qui est en arrière-plan dès lors que on va charger des données dans Power BI. On est en train de travailler sur notre table produit et on voit que là, la donnée, comme je disais précédemment, elle n'est pas tout à fait juste. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette ligne-là passe comme titre de colonne. Et c'est très facile. On a un menu qui est là et qui va nous permettre d'utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je clique. C'est fait. Donc, à partir de maintenant, la donnée qui va être utilisée dans Power BI, c'est cette table-là. Et ce qui est très intéressant avec Power Query, c'est vraiment la partie de droite ici, où pour chacune des requêtes, pour chacun des fichiers sur lesquels on travaille, on va avoir l'ensemble des étapes appliquées qui vont venir se stocker les unes sous les autres. Pour faire un parallèle avec quelque chose que vous connaissez certainement, il y en a certainement parmi vous qui un jour ont essayé d'enregistrer, même qui l'ont fait, avec succès d'ailleurs, enregistrer des macros Excel en VBA. Eh bien, on pourrait dire que Query, finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'un enregistreur de macros, mais de transformation de fichiers. L'intérêt, c'est que vous l'avez vu, j'ai fait 0 code. Tout est accessible à 100% en clic-bouton. Et au fur et à mesure que vous allez réaliser une transformation de données, elle va venir se stocker ici dans les étapes appliquées. Et quand on fera un refresh dans Power BI va demander à Query de balayer chacune des requêtes sur la gauche. Et pour chacune des requêtes ici, il va lui demander d'appliquer l'ensemble des étapes les unes derrière les autres. Ça veut dire que la prochaine fois que je ferai un refresh sur ma table produit, il me fera automatiquement positionner la première ligne en en-tête de colonne pour me structurer la table comme il faut. Ma table, elle est propre. Je peux donc maintenant l'envoyer dans Power BI. Pour l'envoyer dans Power BI, c'est le petit menu en haut à gauche où on va faire fermer, appliquer. Fermer et appliquer, ça veut dire je ferme Query et pour chacune des requêtes, je réapplique 100% des étapes dans cet ordre-là. Donc on le fait et ça va livrer le résultat à Power BI. Mes produits sont arrivés et je retrouve ma table ici. Et donc, vous voyez, petit à petit, on commence à alimenter l'ensemble du jeu de données qui va nous permettre de bâtir notre rapport. Alors, si on suit le schéma du modèle de données que je suis en train de vous proposer, on a des ventes qui sont réalisées par des clients et les ventes peuvent se faire grâce aux produits. Donc, vous avez bien compris que le but du jeu, c'est de connecter toutes ces tables ensemble. On va directement dans la partie modélisation. Ici, on va retrouver notre modèle de données. La table produit est bien arrivée. Et j'ai dans ma table des ventes ici une référence produit. Ici, j'ai un product code. Allez, hop, glisser, déposer. C'est fait. Voilà. À partir de maintenant, mes deux tables sont connectées. Ça veut donc dire que mes 3 tables, pardon, sont connectées. Ça veut donc dire que si besoin, je peux dire, tiens, je vais prendre mes ventes ici, sur mon graphique précédent que j'ai créé en tout premier, où j'avais uniquement la table des ventes.
Donc, c'était mes ventes par année, mais j'aimerais le segmenter par famille produit. La famille produit est un élément qui vient d'arriver avec ma table produit. Ici, vous voyez, j'ai ma catégorie de produits. Et donc, j'ai juste à prendre mon visuel que j'ai créé au tout début. Je vais dans l'interface de paramétrage ici, et je vais prendre ma catégorie produit, catégorie dans la table produit, et je le glisse dans légende. Je vois que mon graphique se met à jour. Alors, celui-ci, c'est peut-être pas la meilleure représentation pour afficher ce résultat-là. Je vais donc changer de visuel instantanément, passer en histogramme empilé. Voilà. Et là, j'ai une segmentation qui s'opère avec le nouveau jeu de données que je viens de télécharger, enfin de charger dans Power BI. Alors, juste une précision, vous l'avez vu, légende, hein, ça c'est mon grand regret au quotidien dans Power BI, c'est une traduction qui est très très mauvaise. C'est vraiment voilà pour catégoriser, segmenter les données qu'on est en train d'analyser. Voilà. Je pense que ça c'est vraiment une erreur de traduction. Donc vous étonnez pas si j'ai mis catégorie dans légende, c'est juste cohérent par rapport à ça. Donc voilà, je pense que déjà, rien que ça vous donne une petite approche de la souplesse de l'outil et de la facilité avec laquelle on peut commencer à créer des rapports. Et donc, mon interactivité, elle est toujours présente. Parce que si je clique sur équipement en 2017, j'ai uniquement cette zone-là qui se met en surbrillance, mais ça veut dire que le reste du jeu de données est filtré sur équipement et 2017. Dans Power BI, chaque élément visuel est un filtre en puissance. C'est ce qui fait la force de l'interactivité. Alors maintenant, on pourrait se dire, sur la prestation informatique, vendre de l'équipement ou vendre du service, c'est peut-être deux approches, en tout cas deux analyses qu'on peut faire séparément. Moi, j'ai plutôt envie de me concentrer cette fois-ci plutôt sur du service. Ça veut dire que toute la partie ici en rouge qui représente l'équipement, j'aimerais juste la masquer sur cette page-là parce que selon moi, ça n'a pas de sens de l'analyser là. Eh bien, je vais déployer un petit filtre. Et je vais juste lui dire que sur cette page ici, donc vous voyez, j'ai un filtre au niveau de la page. Je vais mettre la catégorie des produits. Voilà, un filtre tout simple arrive. Je vais tout sélectionner sauf équipement. Et voilà, tous mes graphiques se remettent à jour. Et là, je suis en train d'analyser 100% de mes prestations hors équipement. Et là, en termes de lisibilité, c'est bien meilleur. Je garde toujours mon interactivité qui est présente, quel que soit le segment que je sois en train de sélectionner, quel que soit le graphique, etc., etc. Alors, ces ventes-là, ces analyses-là, il peut être intéressant de les travailler sur des axes temporels. C'est vrai que bien souvent, les indicateurs qui nous intéressent, qui vous intéressent au quotidien, c'est de faire des suivis annuels, des cumulés annuels, des comparés par rapport à la période précédente, que ce soit le mois, l'année, etc., etc. Power BI offre évidemment des possibilités de calcul qui sont d'une puissance absolue et une efficacité de calcul grâce à toutes les fonctions de Time Intelligence. Alors, pour pouvoir bien travailler avec les fonctions de date, même si vous voyez que j'ai une date qui a été embarquée ici dans les ventes, la stratégie, c'est d'injecter, de charger dans Power BI notre propre table de date. Alors, on a, comme tout à l'heure, j'aurais pu faire un fichier Excel ou autre pour charger la table de date ou me connecter sur mon serveur SQL. Je vous propose de le faire différemment parce que pour vous montrer que dans Power BI, on a également la possibilité de créer des tables directement dans l'outil. Et là, je vais prendre le petit code pour éviter d'avoir à le recopier. Voilà. J'ai préparé mes devoirs. CTRL-C. Et hop, j'arrive ici. Voilà. Alors, on va arriver mieux ici. On va recréer une nouvelle table. Voilà. CTRL-V. Et je fais entrer. Voilà, cette table-là a pour vocation, alors ceux qui ont l'habitude de travailler avec les tables de date, bon, ça fait un peu une redite. Pour ceux qui ont moins l'habitude, en fait, c'est une très bonne pratique d'utiliser une table de date qui va être, elle, le point unique avec lequel on va contrôler toutes les fonctions de Time Intelligence dans le modèle de données. Le langage que j'ai utilisé ici, c'est peut-être pas un que vous avez l'habitude de manipuler, c'est ce qu'on appelle le langage DAX, D-A-X. C'est Data Analysis Expressions. C'est un langage qui est dédié, donc c'est dédié Microsoft, qui fonctionne dans Excel Power Pivot, c'est exactement le même langage, qui fonctionne dans Power BI et également dans SSAS Tabular, qui est le cube de données tabulaires Microsoft. À partir du moment où cette table-là, elle a été créée,
je vais préciser à Power BI que cette table-là devient la date de référence comme les dates, enfin ma table de référence de date dans le modèle, pardon. Donc je la marque comme table de date. Je lui dis que ma première colonne, c'est celle-là qui contient les dates. Et voilà, c'est fait. À partir de là, mon modèle contient maintenant une table de dates. Et vous voyez que la table de calendrier est apparue ici avec mes autres tables. Donc, ça veut dire que je peux mixer les connexions entre des tables qui ont été importées de l'extérieur ou qui ont été créées directement dans Power BI. Et donc, mon lien qui va me faire la relation entre les deux, ça va être date avec la date. Et voilà, je viens de connecter ma table calendrier. Et je peux maintenant utiliser ceci pour travailler avec mes dates. Alors peut-être pour simplifier la lecture, alors le fait que le graphique ait été modifié, c'est normal vu que j'ai changé ma table de dates. Pour alléger un peu tout ça, je vous propose de passer sur une nouvelle page, parce que comme dans Excel, ou tous les outils de reporting, on a la possibilité de créer autant de pages que l'on souhaite, on va pouvoir les renommer, les modifier, etc. Et donc je vous propose de refaire tout simplement peut-être un line chart, donc des petites courbes, qui vont modéliser quoi? Mes ventes. Donc, je mets dans valeur ici, voilà. Et l'axe temporel, je vais utiliser tout simplement mon année. J'ai mes ventes par année. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi de les avoir par mois. Donc, je vais mettre les mois juste en dessous. Voilà. Et ça, c'est la force aussi de Power BI. C'est que le fait d'avoir rajouté deux champs ici, ça m'a créé tout un ensemble de petits boutons là qui vont me permettre de naviguer dans la hiérarchie. Et en fait, je vais pouvoir tout simplement partir d'une analyse macro au niveau année, descendre juste de un niveau, et je passe à la vue mois. Je peux remonter, ou je peux redescendre comme ça. Là, je vais avoir uniquement les 12 mois de l'année avec mes chiffres cumulés. Non, c'est les 12 années pour chaque mois qui sont cumulées. Et là, vous remarquez de suite quelque chose, c'est que les noms des mois ne sont pas tout à fait dans le bon ordre. Alors, on a effectivement la possibilité de les trier par ordre croissant. Voilà. Mais la personne qui a inventé le nom des mois n'a pas pensé qu'un jour, on voudrait les trier dans un ordre différent dans les outils de Business Intelligence. Power BI a pensé à tout. On va retourner dans la table de date. Et là, on va sélectionner, regardez, le nom du mois. Et on va dire à Power BI, écoute, quand je vais te demander de trier les mois par ordre croissant, ne le fais pas sur le nom du mois, mais bien sur le numéro du mois. Et là, on va faire trier colonne par numéro du mois. Voilà, c'est fait. Et je reviens ici. Et mon graphique est à jour. Les mois se sont mis automatiquement dans le bon ordre. Donc, j'ai la possibilité maintenant d'avoir quelque chose qui est un peu plus clair que précédemment. Effectivement, j'ai mes mois qui se suivent pour toutes les années confondues. Je peux remonter dans ma hiérarchie. Je peux déployer ma hiérarchie. Et là, je vais avoir toutes les années qui... Alors, l'ordre n'est pas forcément respecté ici. Prix croissant, année, mois. Et bien pourtant, si, ça devrait l'être. Prix croissant, année, mois. Voilà, ça, il l'a pris. Donc voilà. Et en fait, vous avez toutes les dates qui sont les unes derrière les autres. Donc ça, c'est juste une matérialisation, une visualisation de vos données au mois le mois. Maintenant, on a peut-être besoin de faire des agrégations un peu différentes. Et souvent, ça devient un casse-tête parce qu'on doit faire des sauts temporels. Et là, on va utiliser un outil qui est vraiment super. Notamment, je vous propose de faire un year-to-date. Un year-to-date, c'est un cumul annuel depuis le début de l'année. Mais on va partir sur un petit calcul, tout simplement. Je vais aller dans ma table vente ici. Et je vais faire une mesure. Alors, les mesures, on ne va pas rentrer dans les détails. Hein. C'est une façon particulière de calculer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des mesures rapides qui vont nous proposer des calculs un peu pré-mâchés. Alors, même s'il faut toujours faire attention au pré-mâché. Hein. Pré-mâché, ce n'est pas toujours l'idéal, mais enfin, en tout cas, là, ça dépanne un peu. Et vous voyez qu'il y a une grande quantité de fonctions qui sont à votre disposition, et notamment une qui s'appelle cumul annuel jusqu'à ce jour. Et là, c'est très simple. Il me dit quelle est la valeur de base. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est les montants
Et là, il me demande une date. Et en fait, c'est quelle est la date sur laquelle court l'ensemble des données de mon modèle. Eh bien, c'est ces petits champs dates-là, ici. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à faire OK. Il m'a créé ici le résultat de mon calcul. J'ai plus qu'à faire un CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, on aura le même... voilà. Et je vais remplacer la valeur de la devise par le cumul annuel. Et là, on voit qu'on a des cumuls annuels qui se produisent. Alors, ça fait un peu les dents de scie. En termes visuels, c'est peut-être pas l'approche idéale. Eh bien, il me suffit juste de prendre l'année et de la déplacer en légende. Je vous rappelle, légende, c'est catégorie. Et là, je vais me retrouver avec un cumul annuel avec toutes mes courbes, voilà, toutes mes années qui sont superposées. Et ça va me permettre de comparer mes années, en tout cas la progression, l'évolution au cours d'une année. Alors, il y a des possibilités de prendre que les dernières années ou les 3 derniers exercices, glissants, etc. Toutes ces fonctionnalités-là sont bien entendu disponibles. Et ça, bon, vous m'excuserez de ne pas forcément m'étendre dessus. Un autre calcul qu'on peut faire très rapidement, parce qu'il est intéressant, il est souvent très utile, c'est vraiment pour vous montrer comment vous pouvez projeter dedans. Encore, nouvelle mesure rapide. Et cette fois-ci, ça va être la variation d'un mois à l'autre. Toujours pareil, quelle est la valeur de base? C'est mon montant en devise. Quel est l'axe temporel? C'est toujours mes dates. Je fais OK. Je prends un autre visuel, cette fois-ci, je vais prendre un histogramme comme ceci. Voilà, c'est une variation d'un mois à l'autre. Donc, je vais mettre les mois dans mon axe. Et je vais mettre mes variations en pourcentage d'un mois à l'autre. Et je me retrouve avec des variations. Alors, ces variations-là comportent toutes les années. Ce sont tous les mois de janvier, tous les mois de février du jeu de données. J'ai donc plus qu'à filtrer sur une année en particulier. Et pour filtrer sur une année en particulier, je peux par exemple, vous voyez, cliquer ici sur l'année 2019 dans mon visuel. Je vous dis, chaque élément visuel est un filtre en puissance. Je clique et mon jeu de données se filtre automatiquement. Donc voilà, c'est vrai qu'avec toutes ces fonctionnalités-là qui sont accessibles directement, et vous l'avez vu, je n'ai tapé aucune ligne de code. Alors je mens un peu, juste la table de date, mais bon, ça c'est des patterns qui existent partout, qu'on peut copier-coller. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je confirme que je ne vous ai pas menti à ce sujet-là. J'ai fait tout ça sans taper aucune ligne de code. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est se dire, effectivement, j'ai pu réaliser différents visuels qui sont interactifs, j'ai vu l'accès aux données, j'ai pu interconnecter toutes mes données là, mon rapport, il est magnifique. Ok, j'en fais quoi maintenant? Eh bien, le but du jeu, c'est de le diffuser aux équipes, de le partager pour qu'il serve à quelque chose. Et ça, pour pouvoir le partager, on va passer sur l'interface web de Microsoft. Et alors pour ça, je vais vous la présenter dans un premier temps. Donc tout simplement, l'espace web de Microsoft, le Power BI Service, c'est un portail tout simplement. C'est un portail donc, qui est hébergé par chez Microsoft, en tout cas qui est intégré dans votre environnement Office 365 et qui va vous permettre de structurer, de stocker les différents tableaux de bord et rapports que vous allez créer pour pouvoir les diffuser et les partager à qui vous voulez, comme vous le voulez. Et cela se passe à travers différents espaces de travail. En gros, c'est des endroits de stockage. Ça peut être des disques, un peu comme un dossier sur votre ordinateur, on va dire. Là, j'en ai créé un par défaut qui s'appelle Démo Power BI. Pour l'instant, il est vide. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais juste prendre le rapport qui est dans mon Power BI Desktop. Là, je suis revenu sur mon ordinateur. Et dans le menu Accueil, j'ai un bouton qui s'appelle Publier. Et à partir du moment, alors il me demande de l'enregistrer, plutôt une bonne nouvelle, et à partir du moment où je suis connecté à l'espace Power BI, vous voyez, bon, ça c'est pas mon vrai prénom, hein, vous imaginez, enfin John Doe, toutes les personnes qui font de l'informatique, ils connaissent John Doe. Donc voilà, je publie ça sur mon espace, et vous voyez que l'espace démo Power BI apparaît ici. J'ai juste à le sélectionner, je fais sélectionner, valider, il est en train de le publier. Voilà, il est publié. Il me demande d'ouvrir Démo Power BI dans Power BI. On y va.
je le réouvre. Alors, ce n'est pas celui-là, évidemment. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. On va revenir dans celui-là. Je suis obligé de naviguer avec deux navigateurs parce que je vous montrais le partage tout à l'heure, donc je suis obligé d'avoir deux sessions différentes en simultané. Donc voilà, je vais faire un refresh ici. Donc je suis revenu sur Power BI Service, donc dans le cloud, mais dans l'espace de John. Et du coup, dans l'espace de John, je me retrouve avec plusieurs éléments, et notamment un petit table là, avec rapport. Et vous voyez que mon rapport vient d'être publié ici. Et quand je clique dessus, j'ai un accès à mon rapport tel que je l'avais sur mon ordinateur. Bien sûr, quand je suis en ligne, on conserve l'interactivité, donc tout est cliquable, tout est modifiable, enfin pas modifiable, tout est cliquable, interactif. Je peux changer de page. J'ai bien sûr l'ensemble des éléments visuels tels que je les avais dessinés au tout début. Je garde la carte, enfin la map, pour synthétiser donc mes données, mais je peux, de la même façon que tout à l'heure, cliquer sur les éléments et garder l'interactivité. Alors là, ce que j'ai fait, je viens de partager ce rapport-là, mais sur mon espace de travail à moi. En gros, je l'ai partagé avec moi-même. C'est sympa, mais ce qui serait plus sympa encore, c'est de le partager avec des collègues. Et bien pour ça, j'ai Jennifer qui fait partie de mon équipe. Je lui dis, écoute Jennifer, j'aimerais bien te partager l'espace de travail. Donc entre guillemets, donc tout ce qui va se retrouver à l'intérieur de ce espace de travail-là, tu pourras y avoir accès. Je vais aller dans le paramètre et je vais faire accès à l'espace de travail. Et là, j'ai un petit espace qui va me permettre d'inviter des gens de mon entreprise. Et nativement, vous avez la possibilité d'inviter n'importe qui de votre entreprise. Quand il faut sortir de l'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Il y a des stratégies, il y a des possibilités, mais nativement, c'est vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Et là, j'ai juste à taper le nom de Jennifer Smith. Je valide. Je peux lui donner des statuts plus ou moins, des rôles plus ou moins administrateurs. Et à partir du moment où je fais ajouter, voilà, hop, je la vois apparaître dans ma liste. Je la vois apparaître dans ma liste en tant que membre, si bien que quand je vais dans sa session, donc hop, sur un autre navigateur, donc là, si vous regardez bien, en haut, je suis bien connecté en tant que Jennifer sur mon deuxième navigateur. Pour l'instant, elle a accès à rien du tout. Je vais juste faire un refresh. Et vous voyez que dans ces espaces de travail, Démo Power BI est arrivé. Donc maintenant, elle est membre de l'espace de travail. Elle a forcément accès au tableau de bord qu'elle va pouvoir consulter. Ça veut donc dire que les tableaux de bord, on va pouvoir dire qui peut les consulter. Et il y a encore une étape supplémentaire, on va pouvoir même filtrer automatiquement le jeu de données pour dire, voilà, Jennifer, elle a le droit de voir que tel ou tel pays ou que telle ou telle catégorie de produits. On va vraiment pouvoir filtrer en fonction de qui se connecte pour être certain que les gens analysent uniquement le scope qui les concerne. Donc voilà, sur les 3 éléments de la démo, alors navré, c'est toujours bref ce genre de démo comme ça, mais je pense que ça donne un petit aperçu de ce que peut faire l'outil. En tout cas, je pense que ça montre un aperçu de la facilité avec laquelle on peut charger des données, les interconnecter, les restituer et les partager. Donc voilà, ça c'est ce que je souhaitais vous montrer pour cette première approche-là. Donc en fait, pour revenir sur le hop là, Shift F5. Pour revenir sur le PowerPoint, voilà. En conclusion, on voit que Power BI, c'est un outil qui est plutôt très simple à prendre en main, qui va s'intégrer alors parfaitement dans votre environnement Office 365 parce que c'est vraiment partie du même ADN, c'est vraiment le même ADN. Ça permet de créer vraiment très rapidement des rapports interactifs sans aucune programmation au début. Mais maintenant, on peut aller vraiment beaucoup plus loin et parfois il est indispensable de passer par le DAX pour aller chercher des indicateurs beaucoup plus pointus, commencer à faire des Pareto, des PNL, ce genre d'approche-là, c'est pas aussi immédiat, mais en tout cas, c'est vraiment réalisable. Et la force de cet outil-là aussi, c'est qu'il est vraiment entouré d'une très forte communauté qui est très active. Il y a beaucoup de forums, il y a même un forum IDs où tous les consultants, on peut poser des idées en fonction de, tiens, on aimerait bien ça serait intéressant de faire ça. Et Microsoft y répond tellement bien que, en fait, Power BI est un outil qui est mis à jour tous les mois, avec des fonctionnalités qui sont toujours de plus en plus bluffantes de simplicité et de puissance.
Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a donné ça a répondu à quelques-unes de vos questions, peut-être envie d'aller un peu plus loin. Et du coup, voilà, l'étape suivante, c'est quoi? Si ça a généré des questions, si ça a, comme on a dit tout à l'heure, si ça a généré des questions un peu plus pointues ou un peu plus longues à répondre, on va vous transmettre le contact pour que vous puissiez le faire. Maintenant, voilà, nous, Computerland, on est capable de vous accompagner selon deux formules. Enfin, il y a deux approches qu'on est capable de vous proposer. La première, c'est simple, c'est Order and Use. Nous créons vos rapports, on fait un audit, on prend conscience de vos données, de vos attentes, de vos objectifs, et on met en place la solution avec nos experts. La deuxième approche, c'est le Guided DIY. Voilà, on vous accompagne pour que vous le fassiez vous-même. Donc, comment vous connecter aux données, comment créer vos rapports, de façon à ce que vous puissiez vous imprégner et être maître des rapports que vous allez publier et diffuser pour vos équipes dans votre structure. Donc, comme je disais précédemment, du coup, si vous avez des questions, vous avez certainement répondu à des j'ai déjà posé des questions par exemple à Thomas Cédric qui a pu répondre à quelques-unes. Maintenant, si vous avez des questions peut-être un peu plus larges, je vais peut-être repasser la parole à Fabrice qui lui va vous donner exactement le process et vous remercier de la. En tout cas, moi, merci beaucoup de votre attention et ça vous a donné vraiment des éléments nécessaires et au plaisir de vous croiser au de projet. Bien, Nicolas, merci beaucoup. Merci pour ce fast run orienté BI, Power BI. C'était vraiment, tu as tenu le tempo. C'était parfait. J'espère que, comme tu l'as dit, qu'on a répondu à vos attentes, qu'on a aussi suscité l'envie d'en savoir plus. Pour en savoir plus, les deux bons moyens, soit via votre business consultant, soit tout simplement par l'adresse mail que vous voyez apparaître ici, operations@computerland.be. J'en profite également pour vous rappeler ou pour vous faire savoir que le 17/11, nous organisons encore un event autour de la BI, mais plus en détail, avec également une approche de la plateforme Power Apps. Dernier point, avant de vous laisser à vos différentes occupations, tout simplement, questions-réponses et la vidéo vous seront transmises prochainement via mail, sur lesquels il y aura également le lien vers l'onglet Event pour vous inscrire à notre prochaine session BI. Voilà, c'en est tout pour nous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi et au plaisir de vous voir.